Une dizaine de personnes ont été interpellées en bateau après les conflits intercommunautaires qui ont eu lieu dans cette localité du centre-est du pays. En Afrique du Sud, le secrétaire général de l'ANC est au tribunal. Il comparaît pour corruption. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Au lendemain des affrontements intercommunautaires en bateau région du Moronou, une dizaine de personnes ont été interpellées par la gendarmerie nationale. La gendarmerie qui a échangé avec les différentes couches de cette localité pour appeler à l'apaisement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. De vieux conflits transférés dans le vote du 31 octobre 2020 ont provoqué dans le village de Téhéri un affrontement. Résultat, des pertes en vie humaine, des blessés graves et plus de 70 habitations incendiées. La population autochtone en fuite s'est réfugiée dans les autres villages des sous-préfectures de Bayota et Ouragayo. Charles Tatou. Téhéri, un village sinistré. Des couloirs humanitaires s'organisent pour apporter assistance aux victimes et déplacés. Les cadres du village, avec l'appui d'Aimé Zeboyou, membre du gouvernement, et Alcide Guégué, responsable de formation politique, dans les villages d'accueil des déplacés pour des dons en vivres et non-vivres. Nous avons apporté du bien matériel, vivres, non-vivres et un peu d'argent, parce que la réalité sur le terrain, c'est que le village a été totalement déserté à la suite des événements. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, notamment des maisons incendiées, et l'ampleur est telle que il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont sans abri. Alors il fallait dans un premier temps leur apporter ce réconfort-là, et puis passer voir les villages hôtes qui ont accepté par solidarité d'accueillir leurs parents de Téhéri qui étaient dans le désarroi. Les cadres souhaitent également auprès des autorités des actions sécuritaires en vue du retour des populations autochtones dans leur village. Parlons santé. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, intensifie la lutte contre cette pathologie. Une rencontre s'est tenue à Jacquesville avec les parties prenantes. Objectif, dégager une stratégie efficace pour venir à bout de cette maladie vectorielle. Astoutouri. Cette rencontre vise à faire reculer le paludisme d'ici à 2025 et l'éradiquer d'ici à 2030. Pour y arriver, un document de communication sur la stratégie nationale de communication en vue d'un changement de comportement est en train d'être élaboré. Cette stratégie de communication se décline en plusieurs axes. Cette stratégie visera donc à renforcer le plaidoyer et le partenariat, à renforcer l'action communautaire, à accroître la visibilité des activités, la sensibilisation dans les médias traditionnels. En Côte d'Ivoire, l'incidence du paludisme est de 191 pour 1000 dans la population générale et 597 pour 1000 chez les enfants de 0 à 5 ans. Un taux lié à l'intensification des stratégies avancées et la mise à échelle de la prise en charge à domicile des enfants de 0 à 5 ans dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé. La lutte se mène partout en Côte d'Ivoire. Partout où se trouve un centre de santé de Côte d'Ivoire, on a au moins un agent de santé qui prend en charge une personne qui contracte le paludisme. Nous sommes dans la communauté, dans les villages qui sont appelés 5 km par les ASC, les agents de santé communautaires qui sont dans les villages aussi, qui soignent les enfants de moins de 5 ans. Et donc aujourd'hui, si on veut parler de bilan, nous sommes aussi toujours en régression le nombre de cas de décès liés au paludisme. Dans cette lutte sans merci contre le paludisme, la Côte d'Ivoire veut compter sur ses partenaires. Nous sommes là pour soutenir le PNLP et remercier le PNLP de nous avoir associés à ce processus-là et dire que le projet Breakthrough Action, qui est là dans le cadre du PMI, est là pour appuyer le programme national de lutte contre le paludisme. Et nous sommes vraiment disposés à les accompagner dans le développement de cette stratégie et sa mise en œuvre future. La rencontre se tient sur 5 jours avec à la clé un document de référence sur la stratégie nationale de communication 2021-2025. Le Lions Club Abidjan Passem et les employés de la société Filtisac répondent à l'appel du Centre national de transfusion sanguine qui connaît un déficit en produits sanguins. Ils ont décidé de collecter 100 poches de sang au bénéfice de la banque de sang. L'opération s'est déroulée au sein de la société Filtisac à Abobo. Clément Beaucoup.
La pénurie de sang dans les établissements sanitaires s'est accentuée avec la crise sanitaire du coronavirus. Pour exhorter la population à continuer à donner son sang, les membres du Lions Club Abidjan Passem mobilisent travailleurs et responsables de la société Filtisac pour une opération don de sang. Vous savez que nous sommes un club service, nous œuvrons pour le bien-être de la société, un meilleur vivre. Il est de mon devoir de participer à cette collecte de sang parce que nous savons déjà que dans les hôpitaux publics et privés, il y a un manque crucial de sang. Et donc pour inviter la population à donner massivement son sang pour sauver des vies, il faut que nous-mêmes nous donnions l'exemple. Au cours de cette opération, les volontaires ont eu droit à une séance de dépistage gratuit du diabète. Nous sommes dans la semaine de la journée du diabète. Et donc, nous avons mobilisé l'ensemble du personnel, le personnel administratif, le personnel de l'usine de production, tout le personnel mobilisé pour cette opération de don de sang. Actuellement, nous sommes autour de 10 heures, c'est près de 80 volontaires qui se sont déjà présentés à nous. Mais nous pensons que jusqu'à la fin de la journée, nous aurons suffisamment de donneurs. Quand tu suis l'actualité nationale, tu te rends compte qu'il y a un sérieux problème. Le CNTS a exprimé, sinon a lancé un cri de cœur, a exprimé son besoin en termes de poches de sang disponibles. Et nous pensons que c'est ce que nous pouvons faire pour accompagner le CNTS. Nous pensons offrir au moins 100 poches de sang pour soulager nos populations qui sont dans le besoin. Le Lions Club Abidjan Passem entend mener une randonnée dans la forêt du Banco pour aider les populations à lutter contre le diabète. Un mot de culture, les acteurs culturels et du showbiz de la région de Gbeke ont désormais leur syndicat pour la défense de leurs intérêts moraux et matériels. Le SINAC-SG, syndicat des acteurs culturels et du showbiz de Gbeke. L'investiture du bureau exécutif de ce syndicat a eu pour cadre le centre culturel Jacques Aka à Boaké. Djeneba Ouattara. Les acteurs du monde culturel et du showbiz de la région de Gbeke ont décidé de fédérer leurs forces et énergies pour la défense de leurs intérêts moraux et matériels. Pour atteindre cet objectif, ces acteurs se sont réunis au sein du SINAC-SG, syndicat des acteurs culturels et du showbiz de Gbeke. L'investiture du bureau exécutif du dit syndicat a eu lieu à Boaké en présence des autorités locales et de l'artiste Salfo du groupe Magic System, président d'honneur du dit syndicat. Le tout nouveau président dégage ses priorités et demande le soutien de tous. Rassembler tous les acteurs culturels autour d'un seul pot, pour que vraiment on donne une image professionnelle, une image vraiment plus glorifiante vraiment au showbiz de la région de Gbeke. C'est un domaine à prendre au sérieux. On doit se mettre ensemble vraiment pour donner cette image-là, pour que vraiment qu'elle revienne comme avant. Fort de plus de 3750 membres, le syndicat a bénéficié des encouragements des autorités locales et du président d'honneur de la structure. Sa mission, ce n'est pas seulement de permettre aux artistes de pouvoir s'en sortir par rapport à leur art, mais de pouvoir leur permettre de se mettre ensemble pour défendre la cause artistique ici à Boaké. Donc nous serons à côté et toutes les petites directives que nous pourrons apporter, notre petite contribution aussi, pourront l'aider à pouvoir réussir cette mission-là. Pour nous autres, l'administration culturelle, d'autant plus que cela va nous permettre de nous procurer un efficace outil de gestion du vivier culturel et artistique ici en région. Plusieurs artistes, notamment Ansi et Prince, les leaders et le groupe VDA ont apporté leur caution morale à la cérémonie à travers des prestations artistiques. En sport, initialement prévu en juillet, les travaux de rénovation du stade Félix Houphouët-Boigny vont bientôt démarrer. Ils ont été lancés par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, accompagné d'autres membres du gouvernement. C'était cet après-midi sur l'esplanade de Sainte-Enceinte sportive. Arsène Kwasi. La Côte d'Ivoire est en passe de tenir les délais et réussir le pari de l'organisation de la CAN 2023. Après l'état d'avancement encourageant des travaux de construction et de rénovation des stades de Yamoussoukro, Boaké, San Pedro et Korogo, c'est au tour du mythique stade Félix Houphouët-Boigny de faire sa mue. Comme en témoigne le lancement des travaux de rénovation de cette enceinte sportive par le ministre des Sports ainsi que certains membres du gouvernement. Pour marquer la détermination du gouvernement et saluer la présence très distinguée de nombreux membres du gouvernement qui montent
l'engagement du gouvernement à respecter ses engagements vis-à-vis de la CAF en réalisant ces infrastructures sportives pour la CAN 2023. Vive le Félicia, pour que vive la Côte d'Ivoire. Pour sa part, l'entreprise en charge des travaux assistée de l'Office national des sports et du Bureau national d'études techniques et du développement se disent honorés de cette mission qui leur sont assignées pour une période de 18 mois. Nous sommes conscients de la complexité et de la difficulté de ce projet, mais nous sommes convenus que l'expérience acquise dans divers stades au monde, et en particulier dans le stade de la paix au Boaké, nous donnera les outils et les connaissances nécessaires pour atteindre notre objectif. Pour rappel, la rénovation du stade Félix Houphouët-Boigny constitue l'un des 5 stades devant abriter les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte. C'était le récit de Jean-Sylvain Esso. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a visité vendredi dernier le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara de Taekwondo. Moussa Sanogo est allé se rendre compte de l'avancement des travaux avant l'inauguration de cette infrastructure. C'est reparti avec Jean-Sylvain Esso. Après le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, il y a de cela quelques mois, c'est au tour du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, de se rendre sur le site du Centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara pour constater par lui-même le niveau d'achèvement des travaux. Des travaux achevés à 99%. Le ministre Moussa Sanogo a profité de l'occasion pour visiter le gymnase, la bibliothèque, la salle d'éthique et les bureaux de la fédération. C'était également l'occasion pour lui de mesurer les besoins devant permettre de rendre totalement opérationnelle l'infrastructure avant sa prochaine inauguration officielle. C'est une infrastructure supplémentaire qui est mise à la disposition de la ville d'Abidjan, puisqu'on a vu quand même que c'est un centre qui est plutôt polyvalent. Il y a beaucoup de choses qu'on peut y faire. Et puis surtout pour le taekwondo qui nous a valu beaucoup de lauriers, en particulier ces dernières années. C'est vraiment une infrastructure qui vient à point nommé. Je ne peux souhaiter qu'une longue vie à la Fédération ivoirienne de taekwondo et surtout que ce centre ait un bel avenir également, qu'il ait un entretien approprié. Et je voudrais indiquer que nous serons là aussi pour jouer notre partition de ce côté-là. Rappelons que le centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara est construit sur une superficie de 8 824 mètres carrés et financé à plus de 6 milliards par le gouvernement coréen à travers l'Agence coréenne de coopération internationale. À l'étranger, le secrétaire général de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, Ace Magashule, comparaît devant le tribunal pour des allégations de corruption commises sous l'ancien président Jacob Zuma. On en sait plus avec Anissette Konan et Ami Koulibaly. Le secrétaire général de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, Ace Magashule, comparaît devant le tribunal pour des allégations de corruption commises sous l'ancien président Jacob Zuma. Dans le pays, des centaines de partisans d'Ace Magashule se sont donc massés devant le tribunal de Bloemfontein ce vendredi. Il est aussi accusé de manquement quant à la dénonciation d'actes de corruption entourant des contrats d'audit de désamiantage de maisons lorsqu'il était à la tête de la province de Free State. Plusieurs hauts fonctionnaires et hommes d'affaires ont également été inculpés dans ce scandale. Il fait partie d'une faction de l'ANC hostile au président Cyril Ramaphosa qui s'est engagé à éradiquer la corruption en Afrique du Sud. Décrit comme un personnage très controversé et bien versé dans la politique de la rue, il serait un adversaire de taille pour un second mandat du président actuel. Le parti au pouvoir a déclaré suivre de près l'évolution de la situation. Loin de l'Afrique du Sud, protégé par un décret du président du Kenya, un figuier centenaire échappe à l'abattage à Nairobi. L'arbre devrait faire place à une autoroute dans la capitale. Il est désormais officiellement considéré comme un phare du patrimoine culturel et écologique du Kenya. Joël Gossé, Clément Boko. Ses feuilles ont tremblé, mais ça y est, il est sauvé. Nairobi, des militants ont empêché le déracinement de ce figuier centenaire. Il devrait être abattu
pour faire place à une autoroute dans la capitale kenyane. Depuis le début de la construction de la voie express de Nairobi, nous avons assisté à l'abattage d'arbres sur Uakiwe et ce figuier que vous voyez ici n'est qu'un des arbres qui avait été destiné à l'abattage. Nous sommes heureux de la décision du gouvernement de ne pas abattre ce figuier en particulier. Et bien sûr, nous demandons à ce que ce soit la même chose pour tous les arbres qui doivent être coupés. Désormais, le figuier est protégé par un décret présidentiel qui le qualifie de phare du patrimoine culturel et écologique du Kenya. Il faut trouver un équilibre entre le développement urbain et nos espaces verts, car il n'y a aucun moyen de survivre en tant que race humaine si nous ne donnons pas la priorité à l'environnement, priorité à nos espaces verts et priorité aux personnes qui vivent sur cette planète. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.